Laurent Roland Anthony-Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien L'événement du jour. Ce matin, Wilfried Léandre Rungweji au sujet des élections générales de 2026. Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance. Laurent. Oui, on comprend clairement que quand Patrice Talon est arrivé, il a opéré des réformes. Et donc, lesquelles réformes, quand bien même on reproche à son système de n'avoir pas associé les autres acteurs pour avoir l'avis des acteurs politiques ou bien de la classe ou bien des populations dans une certaine mesure. Et donc, quand le gouvernement fonctionne comme ça, il y a nécessité de travailler à préserver les acquis. Les acquis, c'est les réformes opérées, c'est un certain nombre de mutations opérées qui pouvaient éventuellement être mises en cause par une autre équipe si, entre-temps, ce n'est pas quelqu'un de l'équipe Talon qui prenait le pouvoir en 2026. Et donc, oui, c'est normal. Je crois que le porte-parole du gouvernement est en train de dire clairement ce que le chef n'a pas voulu accepter tout de go il y a quelques semaines quand on lui a posé la question de savoir s'il devrait travailler à quelques pour assurer ses arrières. Il disait non, qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières. Mais toujours est-il que oui, il en a besoin. Et donc, dans les déclarations du porte-parole du gouvernement, on comprend qu'ils travailleront à ce que celui qui prendra le pouvoir en 2026 soit forcément de leur chapelle politique. C'est la seule condition pour que les réformes, les mutations opérées par Patrice Talon ne soient pas remises en cause. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir ça. Il n'y a pas de mal à projeter une telle dynamique, à projeter une telle ambition pour que la dynamique soit maintenue. Et maintenant, oui, de quels moyens dispose-t-il sur le terrain? Est-ce que les populations leur donneront une fois encore cette caution nécessaire pour que celui qui prendra le pouvoir en 2026 soit de leur chapelle politique pour continuer à préserver les acquis? Nous attendons de voir. Toujours est-il que le chef de l'État a clairement dit aussi au cours de sa conférence de presse face aux journalistes que oui, en son temps, il dira celui qui juge le bon dans une certaine mesure. Parce qu'il y a une multitude d'ambitions dans la famille présidentielle aujourd'hui. Et donc, il va falloir travailler, tamiser, les passer au tri et puis dégager celui-là qui est à même de défendre les idéaux de Patrice Talon, de continuer la même dynamique et de travailler à la préservation des acquis. Donc, attendons de voir. Toujours est-il qu'on ne peut pas leur en vouloir de désirer cela. C'est de l'ordre normal des choses. Personne ne souhaite qu'on remette en cause ce qu'il a fait. Personne ne souhaite donner le pouvoir à son opposant, à son adversaire politique. Tout le monde cherche à conserver la petite parcelle de pouvoir que nous avons parfois, nous n'avons pas envie de le partager. Donc, qu'en serait-il du pouvoir d'État qui vous donne le plein droit de contrôler ou bien dans une certaine mesure de conduire 13 millions d'âmes dans une certaine mesure et de décider, vous, de leur sort dans une certaine mesure. Donc, oui, c'est normal, je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. Cela répond à l'ordre normal des choses. Hein, de l'ordre normal des choses. C'est vrai qu'il y a une petite nuance. Les gens ont pu déformer un peu hier en disant que Patrice Talon, candidat en 2026. De toute façon, quand j'ai suivi un peu ce que le porte-parole a dit du début jusqu'à la fin, il fallait écouter toute son intervention pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Parce qu'il a dit à la fin que le débat du troisième mandat est clos. Voilà, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être. Bon, sur le sujet... Oui, voilà, donc sur la question, on peut continuer à croire en eux. Sur le sujet, justement, le Grand Regard écrit ceci: Talon candidat à la préservation de ses acquis. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a une nuance à faire entre préserver ses acquis et protéger ses arrières. Alors, Talon, donc, candidat à la préservation de ses acquis. La dynamique après nous, c'est nous actualiser. Oui, vous savez, c'est ça, je disais. Il y a eu, on se rappelle de cette oui, c'est ce que époque en 2015, 2016. C'est ce que disait il y a quelques jours quand on a évoqué les déclarations de Augustin Renvoy à l'Assemblée nationale, lesquelles déclarations en polémique qui ont suscité beaucoup de réactions. Je dis, mais vous pouvez vouloir dire une chose, vous pouvez vouloir émettre un avis assez grave, mais ça dépend des mots que vous utilisez. C'est ça. C'est atténué au point où les gens ne se rendent pas compte de ce que vous dites. Après nous, c'est nous qui avait été dit à l'époque, était assez violent. Était assez violent pour dire, Jean, écoutez, que vous, après nous, c'est nous, que vous ne le voulez pas, c'est encore nous, quoi, nous allons continuer. Et donc là, c'était comme un défi
pour les acteurs politiques. C'était comme un défi pour les citoyens qui n'étaient pas d'accord avec le régime de Boni Yayi à la fin, à l'époque. Ici, on ne dit pas, après nous c'est nous, mais on dit candidat à la préservation des acquis, pour dire oui, écoutez, dans une certaine mesure, nous avons fait des choses, donc nous devons travailler à continuer à ce que ces réformes se poursuivent. Se poursuivent, mais le peu qu'on préserve, que l'on préserve. Donc, oui, c'est du après, nous, c'est nous. Oui, mais d'autres mots. Mais dit de manière élégante. De manière élégante, dans une certaine mesure. Et là, c'est parce que ce journal en parle maintenant que ça va arriver à beaucoup de personnes. On se rend compte que finalement, c'est pas si différent que ça. Voilà, depuis hier, moi, quand j'ai lu ça hier, j'ai dit, mais c'est justement quand je parlais, si vous avez compris, vous allez voir que je faisais une nuance. En réalité, les gens sont très clairement nous disent, écoutez, nous travaillerons à continuer à conserver le pouvoir d'État dans certaines mesures. Seulement que les mots utilisés sont assez élégants au point où facilement, vous ne pouvez pas leur en vouloir dans certaines mesures. Quelqu'un d'autre, peut-être du même régime, viendra dire la même chose autrement et ça va créer la polémique. C'est brutal. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc moi je crois que oui, c'est du après, nous c'est nous, mais écoutez, c'est le peuple qui décide. En son temps, on verra bien. Comme on le dit, le peuple avisera. Le peuple avisera. Après, oui, cette nuance quand même que j'aimerais qu'on fasse, Laurent, entre préserver ses acquis et protéger ses arrières, c'est pas la même chose. Non, mais vous savez, on se comprend très bien. Vous savez, il faut qu'on se comprenne sur le sujet. C'est votre avis. Oui. Moi, c'est mon avis. Et je dis là-dessus, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que quoi? Quand vous venez quelque part, vous opérez des réformes, soit ça vous avantage, ou ça avantage dans une certaine mesure. En tout cas, toute réforme ou mutation à un moment donné joue, c'est pour un but donné. D'accord? Et dans ces réformes ou mutations, il y a des mécontents et des contents. D'accord? Des heureux et des mécontents. Et dans une certaine mesure, c'est que quand vous partez et que quelqu'un revient remettre en cause ces réformes ou ces mutations, il y a ceux-là à qui ces réformes ou mutations ont profité qui seront en difficulté dans une certaine mesure. Ça peut être vous-même, comme ça peut être des gens proches de vous. C'est de ça que je parle. Et donc, dans ces conditions, c'est aussi une manière d'assurer ses arrières. Chacun est libre de comprendre à sa manière. Mais quand on dit on veut préserver les acquis, c'est écoutez, c'est-à-dire que vous estimez que ce que vous avez fait là, on ne peut plus remettre, on ne peut plus toucher ça. Mais c'est parce que si vous l'avez fait à un moment donné, c'est pour répondre à un besoin. Bon, chacun est libre de comprendre à sa manière. Mais moi, j'estime que préserver les acquis pourrait vouloir dire aussi, dans une certaine mesure, assurer ses arrières. J'aime mieux cette formulation, pourrait vouloir dire. Dans une certaine mesure, en plus. Il faut nuancer parce que... il faut nuancer parce que pour moi, clairement, ce n'est pas la même chose. Mais bon, évoluons. Nous sommes sur deux positions différentes, peut-être à la limite. Donc, vous avez votre avis. Moi, j'ai le mien. Après, c'est quelqu'un qui a parlé et qui sait réellement ce qu'il met également dans ses propos. Justement. Après, on ne fera qu'interpréter. Tous deux, ici, on a dit qu'il a trouvé les mots, en tout cas la manière élégante pour le dire. La chose, donc ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Il pourrait dire aujourd'hui aussi que Talon est candidat pour assurer ses arrières en 2026. Même si le débat est clos sur la question, enfin sur le sujet. Allez, amélioration des conditions de vie des aspirants au métier d'enseignant. Laurent Roland-Tonenquès, le matin, écrit 10 milliards par an pour impulser la vocation enseignante au Bénin. Oui, c'est une bonne chose que de débourser 10 millions pour... 10 milliards. 10 milliards, pardon, oui. 10 milliards. Non, mais écoutez. Vous pouvez pas confondre 10 millions et 10 milliards. Non, mais c'est un lapsus, vous le savez bien. Alors, donc 10 milliards par an pour impulser la vocation enseignante, je crois que c'est une bonne chose, une bonne ambition, une bonne vision, parce que malheureusement, on a constaté que les enseignants sont les pauvres des fonctionnaires de l'État dans une certaine mesure. La situation s'est améliorée avec le temps, mais il y a beaucoup encore à faire. Si vous et moi, nous nous levons le matin pour venir parler français ici dans une certaine mesure, c'est parce que des enseignants se sont sacrifiés, ont dû sacrifier leur famille pour se réveiller très tôt à 7h, 6h, 8h pour venir nous donner le savoir. Voilà, nous inculquer le savoir. C'est combien de fois mes professeurs français ou même mon professeur au CM2, mon maître au CM2, mes enseignants au CM2 m'ont sérieusement tapé pour que je puisse mieux parler le français. Je ne parle pas mieux le français mieux que quiconque. Mais si aujourd'hui, si j'en parle, qu'on ne relève pas trop d'insuffisance, parce qu'il se peut qu'il y ait des insuffisances, mais qu'on ne relève pas, c'est parce que des gens se sont sacrifiés pour moi. Allez voir, peut-être parfois leurs enfants même ne s'estiment pas très bien comme moi. Donc, dans une certaine mesure, ces gens-là, moi j'estime que ce soit président de la République, ministre de la République, député, nous devons trouver les moyens réfléchis
pour honorer les enseignants. Les enseignants devraient être ceux-là qu'on doit bien payer. Parce que c'est eux qui donnent le savoir. Quand la transmission du savoir est bâclée, c'est que nous avons une génération bâclée. Et donc, il va falloir travailler, trouver le moyen pour continuer à donner de la valeur aux enseignants, à les célébrer, à les honorer. Je crois que ce serait une bonne chose. Donc, oui, les 10 milliards, oui, pour moi, c'est même peu. C'est peu. Il faut préciser hein, que c'est rattaché donc, aux dernières mesures prises par le gouvernement en faveur des AME. C'est pour dire que oui, voilà à peu près le coût par an pour l'État béninois. Comme les syndicats SLIS l'avaient dit, il faut que désormais à la rentrée, qu'on ne se saucissonne plus les primes, qu'on les paye en intégralité, qu'on les AME aient aussi les primes de rentrée, un certain nombre de choses. Ce ne serait que justice sociale faite à cette corporation. Allez, et sur le même sujet d'ailleurs, les AME hein, qui sont reconnaissants envers le gouvernement pour eh bien, ces mesures, mais qui en profitent pour demander le reversement donc en ACDPE. Oui, si dans une certaine mesure, on a apprécié les mesures prises par le gouvernement pour arranger la situation des AME, dans une certaine mesure, il y a un bémol. Il y a un bémol en ce sens que comment donner 12 mois sur 12 aux AME, comment leur donner assurance maladie garantie, et comment scolarité gratuite pour les enfants, et congé de maternité pour les femmes dans cette mesure, et qu'on donne 20 000 primes d'engagement et tout ça là, et qu'on ne puisse pas les reverser. Et là, c'est le véritable problème la question que je me pose, c'est que j'ai comme l'impression qu'on veut maintenir les gens dans une situation de vulnérabilité pour que plane sur eux tout le temps l'épée de Damoclès. C'est-à-dire que oui, vous avez tout, mais si vous essayez de bouger le petit doigt, rassurez-vous, votre situation, statut juridique ne vous donne pas une certaine couverture. Donc, c'est l'impression que j'ai. Moi, je pense que le gouvernement ferait mieux. Bon, ça peut attendre peut-être d'ici 6 mois, 1 an, ça dépend. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut réfléchir à reverser ces enseignants. Parce que si on leur donne tout ça, ils ne sont plus pour autant différents des agents permanents de l'État ou des agents contractuels de l'État. Donc, il faut peut-être, si on ne veut pas les mettre, reverser en agent permanent de l'État, reverser en agent contractuel de l'État, ne serait-ce que ça dans une certaine mesure. Et j'ai toujours dit que quelqu'un qui a fait l'école normale et qui veut enseigner sa vocation, il a voulu enseigner, c'est pourquoi il est allé à l'école normale. Il sort de là, en réalité, il sort de là avec un titre d'enseignant. Et donc, quand vous le recrutez et que vous dites qu'il est aspirant au métier d'enseignant, d'accord. Mais quand il l'exerce pendant 1 an, 2 ans, et que vous continuez à l'appeler aspirant au métier d'enseignant, moi, j'estime que c'est dégradant dans une certaine mesure. Et je pense qu'on doit trouver la formule pour dire, si nous avons recruté des AME pendant 1 an, 2 ans, et qu'ils ont été au charbon, ils ont montré leurs preuves, ils ont donné des résultats. Parce que jusque-là, on n'a pas encore remis en cause des résultats d'un AME, à ce que je sache. Et donc, ça veut dire qu'ils ont produit des résultats. Les différences des AME, quels ont été les pourcentages donnés par les classes qui sont tenues par les AME dans une certaine mesure. Quand on fait le point dans une certaine mesure, les gens ont prouvé suffisamment ce dont ils sont capables, ce qu'ils peuvent faire dans une certaine mesure. Donc, je crois qu'il faut trouver un mécanisme 1 an, 2 ans. Pourquoi ne pas maintenant changer de statut et de les appeler enseignants plutôt que de continuer à les appeler AME? Je pense que non seulement pour moi, c'est mon avis, c'est-à-dire ça demeure une terminologie assez dégradante pour eux, mais après aussi, c'est que cette affaire de leur accorder assez d'avantages, mais sans pouvoir avoir le courage de les reverser, c'est une manière de les maintenir dans une situation de vulnérabilité au point où ils n'ont pas pour autant assez de marge de manœuvre. C'est pour dire, oui, vous êtes là, vous avez tout, mais si vous... Parce que là, on peut résilier le contrat à tout moment. Hein. La loi sur l'embauche est claire. Bien sûr. La loi sur l'embauche est claire. Alors que s'ils avaient un statut juridique mieux que ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas les faire de ce qu'on veut, au gré, en tout cas, à la volonté d'un chef ou de je ne sais qui, voilà. Alors, quand on voit donc toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement, quand on sait d'où viennent, j'ai envie de dire, les AME, puisqu'on en a parlé d'ailleurs en entendant par ici, je sais qu'hier, ils étaient au plateau avec Maurice Agua, quand on a suivi tout ça, et qui vous souvient, à l'époque, je disais que c'est une question de temps, que forcément cela finirait par se faire. Nous y sommes aujourd'hui. Il faut espérer que la requête actuelle, qui est totalement juste, puisse se faire aussi dans les prochains jours.
Donc, oui, gardons justement, espoir. c'est pourquoi je Gardons parle espoir. Donc, de... laissons peut-être le temps au gouvernement de se préparer à cela, puisque, vous le voyez, là, on nous parle de 10 milliards de francs CFA. C'est le coût de, enfin, de toutes ces mesures. C'est ce que le contribuable béninois doit payer par an pour cela. Donc oui, si on doit aller plus loin, forcément, cela impliquera 10 milliards de francs CFA par an divisé par 12, ça fait combien? Moins 2 on peut milliards faire par le calcul, un peu moins de 2 milliards. 2 milliards par an, c'est pas encore, c'est pas encore décrocher la ligne pour les AME. Écoutez, 10 milliards qu'on entend, oui, 10 milliards, d'accord. Oui. Mais quand on regarde la masse, quand on regarde ce que les gens font sur le terrain, et qu'on calcule les 10 milliards, on divise par 12, ça fait autour de 900 millions. Mais vous comprendrez bien qu'il faut que le gouvernement s'organise pour faire les choses. Ailleurs, on dépense mieux que ça. D'accord? Ailleurs, on dépense mieux que ça. Il ne faut pas qu'on nous baratine parfois avec les chiffres. Parce que nous savons tous comment ça se passe. Moi, j'estime que oui, le gouvernement a fait des efforts pour les AME. J'en conviens. Mais je dis... Et le gouvernement continuera d'en faire. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais que ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà. Je ne dis pas que c'est tout de suite. Mais il faut que le gouvernement réfléchisse à cela pour ne pas les maintenir dans cette situation de vulnérabilité pendant un an encore. C'est sûr que la question est sur la table. Ce qui est sûr, les travailleurs peuvent beaucoup espérer parce que d'ici 2026, je suis sûr que beaucoup de choses seront faites. D'ailleurs, je pense avoir entendu le secrétaire général de leur coalition en parler hier en plateau et espérer justement que d'ici les prochaines élections, que voilà, le reversement soit fait. Personne n'osera se tirer. Personne n'oserait se tirer une balle dans le pattes dans cette mesure. Je sais que d'ici 2026, vous allez voir beaucoup de changements, une batterie de mesures sociales. Voilà, le hautement social sera effectif entre grandeur nature entre 2025 et 2026. Donc, les travailleurs vont en profiter. Et c'est pour ça, c'est plus que j'avais le moment pour eux de mettre vraiment sur la table des revendications et de jouer dans la balance. Parce que vous avez vu, à la fin, si à un moment donné, le régime n'est pas sûr certainement de contrôler encore, prendra maintenant le risque de donner tout aux enseignants, quitte à celui qui va venir de gérer, d'assumer. Vous avez vu ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Il est devenu le Père Noël de tout le monde, de toutes les corporations, sachant très bien que oui, ce qu'il fait là, c'est assez risqué. Parce que le discours, parfois, il faut comprendre un peu des dirigeants, c'est que c'est une question de prévision. Ça, et donc, dans la question de prévision, on estime les ressources à mobiliser, on estime les apports extérieurs, tout ça là, et c'est sur cette base. Seulement que parfois, les gens font d'autres secteurs des priorités, alors que d'autres sont des priorités. Parce que dans même notre constitution, c'est bien clair, l'éducation est la priorité des priorités. Donc, c'est pour ça que moi, je le dis toujours, il faut d'abord commencer par revoir la situation des enseignants. La situation des enseignants revue, justement, Gascani Info écrit ce matin, après les AME et les collectivités locales, le panier de la ménagère attend. Oui, le panier de la ménagère attend en ce sens même que... si là, on voit des paniers remplis de tomates, quand même. Oui, non, le panier de la ménagère attend en ce sens que c'est en fait pour dire, oui, écoutez, il faut peut-être trouver les moyens de subventionner certains produits de première nécessité. Dans une certaine mesure. Parce que, oui, au-delà de tout, la situation est améliorée, mais n'oubliez pas qu'il y a des taxes qui seront prélevées sur les salaires. N'oubliez pas que les impôts sont là à payer. N'oubliez pas que ceux qui ont des voitures doivent payer la TVM. N'oubliez pas qu'il faut aller faire la visite et la TVM obligatoirement avant de souscrire à une police d'assurance. N'oubliez pas que le coût de l'électricité a augmenté. N'oubliez pas qu'il faut acheter des casques. Qu'il faut acheter des casques. Quand bien même on n'a pas de moto. Voilà. Ce qui élève le Béninois. Non, mais le Bénin n'agit pas la foi. C'est-à-dire que tu achètes un casque et tu te dis, c'est une manière de... tu vois que je suis prêt. Je suis déjà prêt, donc envoie l'argent pour acheter une moto. Donne-moi une moto. Alors, donc pour dire que oui, dans une certaine mesure, il faut maintenant trouver le moyen pour subventionner certains produits de première nécessité. On a pu voir que l'huile de table, en tout cas, coûte cher. J'ai lu quelque part, il y a quelques jours, que c'est 900. Je n'ai pas eu le temps de demander à mon épouse si réellement le prix a baissé. Mais je sais que le maïs que j'ai acheté un jour, je crois que j'ai acheté un dimanche à 250 francs le kilo pour mes poulets. Et puis déjà le mercredi, on peut acheter, on dit que c'est 200 d'abord, et puis le mercredi c'était 300 francs. Aujourd'hui c'est autour de 400 francs. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles les Béninois attendent le gouvernement. Et j'ai toujours dit que nous avons, le ministre de l'Agriculture nous dira que nous avons eu assez de progression en termes de production agricole, notamment le maïs, le soja
autant le niébé, autant de choses. Mais le problème, c'est que comment est-ce que le Béninois sent que nous avons une production record dans un certain nombre de domaines. Et moi, je pense que l'autre expérience de l'ONASA, même si à un moment donné, on a relevé des insuffisances et qu'on a dû mettre fin à cette initiative, il faut réfléchir autrement et remettre en place ce système autrement. C'est-à-dire que à l'époque, le pouvoir en place rachetait les surplus de production chez les producteurs et puis mettait à la disposition de l'ONASA qui finalement vendait à un prix standard à tous les Béninois. Ça permettait à tous les Béninois d'acheter le maïs, le niébé, autres là, à des prix relativement, même le riz à un prix relativement bas et ça permettait à tout le monde d'avoir à manger. Donc je pense que si nous disons aujourd'hui que nous avons produit assez de manioc, assez de maïs, assez de soja, assez de haricots, assez de riz et que finalement ça coûte cher dans nos marchés, il y a un problème. Le gouvernement devra prendre sa responsabilité. Et je ne dis pas que le gouvernement prendra sa responsabilité pour aller imposer aux producteurs qui vont vendre le maïs à 150. Non. L'initiative de l'ONASA, c'est que l'État allait acheter chez ces gens-là à un prix standard et mettait à la disposition des populations au niveau des boutiques témoins au NASA. Parce qu'on sait très bien, quand on dit oui, le gouvernement doit prendre sa responsabilité, demain matin, on dira que les producteurs ne peuvent plus vendre les trucs hors du Bénin et qu'on va fixer le prix à 150 francs le maïs, le haricot à 125 francs. Non, 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 ce n'est pas de cette manière. En le faisant, soit vous, en amont, et j'ai toujours proposé ça, c'est-à-dire que si vous, Ahmed Harikpa, vous avez produit 2 hectares ou 5 hectares de haricots cette année, et que ça vous donne peut-être, je dis n'importe quoi, c'est 115 tonnes que vous avez eu que de haricots, dans une certaine mesure, l'État, en amont, vous subventionnez avec de l'engrais. D'accord? Et puis après, quand vous finissez le produit, l'État vous dit, bon, OK, avec la quantité d'engrais qu'on vous a donné en termes de subvention, vous avez la possibilité de vendre sur les 115 tonnes, 25 tonnes hors du Bénin et vous devez vendre 50 tonnes au Bénin ou bien 30 tonnes hors du Bénin et 45 tonnes au plan national. Donc, quand on fait ça, ça permet au producteur de rentabiliser parce qu'il vend son produit à un prix donné sur le territoire national pour permettre à ses compatriotes de manger, mais il se vend hors du Bénin à un prix élevé qui lui permet de faire du profit. Donc, quand on va faire ça, je crois que tout le monde sera heureux. Je crois que l'autre, Boniaï, quand il était à parler de prospérité partagée, la prospérité partagée, ce n'est pas donner de l'argent et distribuer de l'argent dans la maison. Mais c'est en fait permettre à ce que, quand une catégorie produit, on les accompagne de sorte que tout le monde puisse en profiter. Allez, on poursuit avec l'emblème du jour, Laurent Roland Tonei, c'est dans un autre registre. Le quotidien écrit désignation des chefs de village et de quartier de ville, tractation à l'UPR, FCBE et BR. Oui, il y aura tractation au sein de ces formations politiques. Ce n'est pas surprenant dans une certaine mesure parce que fondamentalement, l'enjeu sera de taille dans une certaine mesure. Et donc oui, vous allez voir que ça ira dans tous les sens. Toujours est-il qu'il n'y a plus de possibilité pour certains de démissionner pourtant aussi facilement parce qu'on a trouvé le mécanisme de les enchaîner en griffes. Donc attendons de voir ce que ça va donner cette tractation. Les tractations sont en cours, en tout cas, donc, depuis la promulgation du nouveau code électoral, puisque le code dispose justement que ce sont ces partis qui ont obtenu, qui ont passé le cap des 10% au plan national qui en 2023. Qui devront donc désigner les chefs de village et de quartier de ville. Oui, et je crois que... donc il s'agit de ces 3 formations politiques, oui. l'UP, aujourd'hui UPR. Oui. Là où les démocrates ont eu de l'avance, c'est qu'ils vont certainement proposer les chefs de quartier et les chefs de village. Et les autres vont travailler à nommer. De toute façon, vous allez voir que les 2 formations politiques vont s'entendre dans une certaine mesure pour désigner les chefs quartier et chefs de village. On attend de voir si cette réforme va faire du bien aux communautés. Parce qu'on a pu voir avec l'avènement des secrétaires exécutifs et autres là, comment est-ce que ça trébuche à des endroits, à bien des endroits. Est-ce que cette manière de faire les choses pour que les formations politiques, que ce soit les formations politiques qui désignent les chefs quartier et chefs de village, est-ce que ça va prospérer? Est-ce que ça donnera pas des grincements de dents? Attendons de voir de toute façon. Le matinal, pour poursuivre, interdiction de dotation individuelle en carburant aux fonctionnaires de l'État, des syndicats protestent des griefs élevés contre la note circulaire du DNCF. Oui, les fonctionnaires de l'État, il y en a qui sont en mission régulièrement pour l'État et qui, avec ces dotations en carburation, ça leur facilite la tâche.
Donc, quand on suspend ça, alors qu'en réalité, on ne diminue pas les salaires des autres. Parce que ces dotations les aident les cadres. Hein. C'est vrai qu'il y en a parfois aussi la gestion de ces dotations aussi laisse à désirer. Et donc, parfois, ça peut amener des gens à réfléchir. Je crois que je discutais avec quelqu'un il y a 2 jours qui évoquait la question du ministère de la Justice parce que le ministre disait, au cours d'une réunion, disait à son personnel, en tout cas au cadre, que la dotation en carburant prenait pratiquement près de la moitié du budget. Du budget. Sauf erreur de ma part, c'est aussi j'ai mal entendu. Donc la dotation en carburant, aujourd'hui, les gens utilisent ça n'importe comment. N'importe comment. Et ce n'est pas tous ceux qui en ont besoin qui l'utilisent. Bien au contraire, ceux qui ont le plus besoin de la dotation en carburant ne l'ont pas, c'est distribué dans les couloirs des ministères au bon vouloir peut-être de certains DAF dans une certaine mesure. Je me rappelle en 2010, j'ai participé à un travail d'archiviste avec un cabinet dans une structure de l'État que je ne citerai pas. Mais dans notre travail, nous étions confrontés on était face à un tiroir. Hein, tiroir. Et dans le tiroir, ce qu'on a dénombré comme ticket valeur non utilisé, ce n'est pas moins de 10 millions de francs CFA. Wow. C'est une structure de l'État. Non utilisée. Non utilisée. En état, tout neuf. C'était des tickets valeur de la Sonacop à l'époque. Je ne dis pas de 2010. Et donc, celui-là, en son temps, avait les tickets valeur, mais les avait stockés là, au lieu de les distribuer aux agents. Jusqu'au moment où on a stoppé l'utilisation de ces tickets valeur. Et c'est resté là. Alors que, tel que j'avais appris, c'est-à-dire que les tickets valeur, c'est payé en amont. C'est-à-dire que l'État paye, et puis pour avoir les tickets valeur, et puis c'est fini. Vous allez là-bas, vous allez prendre le carburant. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que les gens, parfois, prennent en otage les tickets valeur. Et comme si votre tête ne lui plaît pas et que vous n'êtes peut-être pas, alors que vous en avez besoin pour votre travail, il ne vous donnera pas ça. Il prend ça en otage. Donc, il y a un certain nombre dans le mode de gestion des tickets valeur, et on peut mettre en place un mécanisme pour contrôler. Mais supprimer tout de go, je pense que c'est de rendre la tâche difficile pour les fonctionnaires. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? On attend de voir comment ça va se passer. Rendre la tâche difficile pour les fonctionnaires, la tâche elle est difficile actuellement pour les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Fraternité, on parle ce matin, Laurent. Retrait des actes académiques à l'UAC, lourdeur administrative, les étudiants pénalisés. Oui, c'est difficile parce que parfois quand vous demandez un diplôme, il faut peut-être attendre des jours. Dans certaines facultés, ce n'est pas partout, hein, parce qu'il y a des endroits où vous demandez ce quoi vous êtes. En 112 heures, vous l'avez. Mais ailleurs, dans certaines facultés, oh là là, vous allez attendre longtemps. Parfois, j'ai entendu quelqu'un dire il y a quelques jours qu'il faut attendre 1 mois ou 2 mois avant de l'avoir. Et donc, au moment où le monde a évolué maintenant, et fort heureusement, nous parlons de dématérialisation au Bénin. Donc, dans une certaine mesure, quand l'étudiant a fini normalement son cursus, c'est que dans la base de données, on a son nom. D'accord? Et donc, on peut trouver le mécanisme de dématérialiser aujourd'hui, de faire en sorte que quand j'ai besoin d'un diplôme, d'accord, et que je reste chez moi, j'envoie toutes les informations parce que j'ai validé toutes les matières, j'ai validé toutes les années, les UV. Donc, on sait que je suis titulaire d'une maîtrise dans une certaine mesure. Je reste chez moi, je peux demander et payer en ligne. Et là, je suis chez moi, et peut-être en 24 heures après, on fouille, on m'établit mon diplôme, le doyen signe, on me renvoie mon diplôme, pourquoi pas. Donc je crois qu'il faut que le gouvernement se penche sur ça pour aider les universités. Vous savez aussi qu'on avait fait l'expérience des élections à l'université, le gouvernement est venu à nommer le recteur maintenant. Donc cela suppose que quoi? Le recteur tient son autorité du gouvernement en place, et donc le gouvernement en place ferait mieux alors de les accompagner à dématérialiser les services académiques. Dabarou, pour finir, peut-être, Laurent Roland-Tonin, qu'est-ce consacré aux tâches ménagères? C'est une justice que de rémunérer le travail des femmes au foyer, pense la présidente de l'Institut national de la femme. L'INF que je respecte beaucoup... Est-ce que vous donnez un salaire à votre femme à la maison? Je ne lui donne pas un salaire. Je fais ce que je peux à mon épouse et je crois que c'est une femme digne
qui est satisfait de ce que je fais et qui respecte d'ailleurs ce que je fais. Je crois que je respecte beaucoup la présidente de l'INF. Je crois que l'INF, c'est une bonne institution pour la promotion et la défense des droits de la femme. Je suis d'accord. Mais cette manière de dire les choses, c'est d'amener des femmes rebelles dans les foyers. Nous avons déjà trop de mères célibataires. Du fait d'un certain nombre de femmes qui ne veulent pas peut-être à une certaine mesure se soumettre. Et du fait aussi de certains hommes qui ne veulent pas être responsables, ça il faut l'avouer. Mais dire que l'homme doit payer de salaire à son épouse parce qu'elle a accompli les tâches domestiques. Combien de fois nos parents, nos mamans ont demandé ça à nos mamans? Il ne faut pas mettre ces choses comme ça dans la tête des femmes. La femme est à respecter, à célébrer, à honorer. D'accord? Et je suis d'accord qu'il faut rendre heureux son épouse en lui donnant de l'argent, en lui donnant des cadeaux par moment, en la remerciant pour ce qu'elle fait, le sacrifice qu'elle consent à la maison. Dans une certaine mesure, il faut l'encourager. Mais dire qu'il faut lui payer un salaire, ne soyez pas surpris de voir dans 1 an, 2 ans, des femmes pour aller au foyer demander à leur fiancé, si on se marie, écoute, dans ton salaire là, tu vas me payer tellement. Quel sera mon salaire? Quel sera mon salaire? Qu'est-ce que tu vas me payer par mois? Ou dit, si tu gagnes quelque chose, un marché, désormais, si je suis à la maison, c'est moi qui m'occupe des enfants. Si tu n'es pas prêt à me donner une 10% ou 15% de ce là, ah non, et les problèmes commencent. Nous allons voir bientôt nos filles à la maison. Parce qu'elles vont commencer par demander salaire, parce qu'elles vont penser que c'est l'INF, l'Institut national de la femme, qui promeut la femme, qui protège et défend les droits de la femme, qui a dit ça, c'est fini, donc c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Si elle dit qu'elle a voyagé, que son mari a fait ça, son mari qui a travaillé au plan national, elle était payée à coups de millions. Et lui peut se permettre ça. Mais Luc Yankadja était secrétaire des Nations Unies à l'environnement. Mais là-bas, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions, ce n'est pas 3 millions. Il peut se permettre de lui donner même 2 millions par mois. C'est d'accord. Mais vous allez dire à l'enseignant, à ME là, qui on a donné finalement 12 mois sur 12 mois, qui a 90 000 là, qu'il va donner salaire à femme parce que femme est à la maison. Il va donner combien dans les 90 000 là? Il va lui rester combien? Qui veut payer le loyer? Qui veut payer l'électricité? Qui veut payer les collèges des enfants? Moi, je pense que nos initiatives parfois, moi je dis à tout le respect, avec tout le respect à Madame la Présidente de l'INF, que je connais très personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on dise cette chose-là comme ça. Après, est-ce qu'on n'exagère pas un peu au travers de tous les commentaires qu'on fait au détour de ces propos de la présidente? Alors, elle donne son exemple et elle estime qu'on devrait. Elle ne dit pas qu'il faut absolument le faire. Oui, non, mais le simple fait de le dire, c'est déjà grave. Parce que les gens vont prendre ça comme acquis. Vous savez mieux que notre société. Parce que quand elle dit ça, pour dire que son mari lui payait du salaire. Je donne l'exemple de son mari. Son mari était payé à coups de millions. Il était payé en dollars. Et ce n'est pas 1 000 $, ce n'est pas 2 000 $, 5 000 $, ce n'est pas 10 000 $. Donc, lui, vous connaissiez son salaire? Non, mais au plan international, secrétaire des Nations Unies à l'environnement. Lui, il peut se permettre de payer un salaire à une femme. Parce qu'il en a tellement. Il est très bien payé. Et il a des avantages. Quand il prend la parole quelque part aussi, même en tant que secrétaire des Nations Unies à l'environnement, il a sa prime. Quand il voyage, il a sa prime. Donc l'argent, il y en a. Mais quand on dit des trucs comme ça, il ne faut pas... Lui, elle a eu cette chance de tomber sur un homme. Elle n'a qu'à prier pour que d'autres femmes tombent sur des hommes comme ça, qui peuvent donner ce salaire, du salaire à leur épouse. Mais quand vous dites ça, mais le soudeur, le maçon, parce qu'il est maçon et que sa femme ne travaille pas, la femme à la maison, éduque les enfants, il va sur les chantiers, il revient et c'est difficilement de réussir à avoir comme surplus 100 000 francs par mois. Et la femme qui est à la maison va lui dire que Fleur, des trucs comme ça. Mais écoutez, ça va créer des problèmes dans les foyers. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir trouver les moyens élégants de dire les choses et de faire attention pour que ça ne contribue pas à la destruction du noyau familial. Parce que c'est de ça qu'il est question. L'INF n'est pas là pour révolter les femmes, pour donner des idées à la femme, pour que ces femmes-là deviennent des rebelles dans le foyer. Mais l'INF est là pour travailler à la protection de la femme, d'accord, à la préservation des droits de la femme, mais aussi à l'éducation de la femme. C'est très important. Parce qu'on a tout fait de dire l'INF est là, on protège les droits. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'éducation des femmes? Parce que le vrai problème de
du non-respect des droits de la femme ou des violences basées sur le genre, c'est aussi parfois une question d'éducation de la femme. Et on a tout fait d'oublier ça. Je crois qu'il faut recentrer le débat, que la présidente de l'INF comprenne que si elle a eu ça, ce n'est pas possible que tout le monde donne ça. Et ce n'est pas possible que tout le monde accède à ça. Et ce n'est pas possible que toutes les femmes espèrent ça. Si moi, j'ai toujours dit à mon épouse, si j'ai un poste international, oui, d'accord, il se peut que je te paye un salaire. C'est un débat qui revient entre mon épouse et moi depuis des semaines, bizarrement. Mais moi, je dis... D'accord. En l'état, ce que je gagne... Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais c'est un prix. Elle s'attend également elle serait heureuse à recevoir un salaire. Mais écoutez, vous voulez que maintenant, ce que je gagne à Eden, là, en venant tous les matins, là... Mais vous ne gagnez pas que ça. Non, mais écoutez, si je vois que ça... ça... très bien que, ce qu'on vous donne ici est une infime part de ce que vous gagnez. Non, vous blaguez, oui. Non, vous voulez que le peu que je gagne maintenant, qui me permet de couvrir certaines charges de ma famille, que je dise maintenant, madame, bon, écoutez, on va fixer, tu vas prendre salaire. Mais qui va payer le loyer? Vous savez que quand on est dans des relations, enfin, quand c'est pas encore le mariage, quand on ne vit pas encore ensemble, parfois on donne l'argent du mois à sa petite amie. Donc si vous étiez habitué à donner l'argent du mois à votre petite amie, une fois qu'elle vient dans la chambre, vous lui donnez également un salaire. Je dis, vous donnez de l'argent à votre épouse, vous entretenez votre femme, vous venez parfois, vous lui offrez un tissu, un super, peut-être un cadeau, des bijoux, tout ça là, pour l'encourager, pour la féliciter, pour lui rappeler que ce qu'elle fait, c'est énorme, tout ça là. Vous lui donnez de l'argent, mais ça ne saurait être appelé salaire. Parce que dès lors qu'on dit salaire, c'est que ça doit venir régulièrement. À la fin du mois, la femme attend ça. Elle attend son salaire. Après, le salaire, c'est qu'à la fin du mois, j'attends ça. Donc, si elle attend ça... Ben oui, elle travaille. Elle travaille. Elle travaille. Elle fait le ménage. Elle s'occupe des enfants. Ça veut dire que mon père doit, payer à son âme, doit payer tout un rappel à ma mère. Ben oui, peut-être. Mais qui va prendre les rappels? Qui va lui payer maintenant, puisqu'il n'est plus là? C'est un endroit. Bon, non, de toute façon... Non, peut-être qu'il faudrait que la présidente de l'Institut national de la femme, avec tout le respect qu'on lui doit, évidemment, fasse une sortie pour clarifier un peu ses propos, parce que oui, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias par rapport à ces propos tenus par Madame la Présidente. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Roland, Tony,